comme vous voulez. La vaccination antivariolique au XIXe siècle, qui va nous apprendre qu'en fait, dès cette époque-là, on savait tout finalement. L'épidémie de variole en France, 1867-1870, la variole va effectivement connaître une épidémie importante en France à partir de 1867, s'accentuant considérablement au cours du premier semestre de 1870, avant le début de la guerre qui a été déclarée le 19 juillet 1870. Les autorités demandent alors un avis aux experts, et c'est le Conseil de salubrité qui va remettre son rapport le 22 juillet 1870, donc sans aucune relation avec la guerre. Pour ce conseil, la raison des échecs, c'est simple, la vaccine a perdu de sa force. Et le rapport mentionne, pour la dénigrer, l'existence d'une rumeur publique, le vaccin communique la variole en temps d'épidémie. Par le docteur Jules Bouteiller maintenant, pour les épidémies de variole 1868-1871. Il écrit « Vaccinés et non vaccinés ont été frappés indistinctement. La cause première, la cause fatale de l'épidémie de variole de 1870-1871 a été, comme pour toutes les épidémies, ce qu'on a appelé le génie épidémique. » Interdit de sourire. Et sur la vaccination des contacts, par Jules Bouteiller. Pour prévenir la formation d'épidémies semblables à celles qui ont désolé la France à des intervalles très courts, il y a un moyen infaillible. Ce moyen, c'est la vaccine. Mais ici se place un scrupule. En vaccinant ou revaccinant certaines personnes pendant le cours d'une épidémie, dans le foyer de laquelle elles se trouvent, de les exposer par cela même à contracter la maladie. C'est ce que j'appelle l'effet Bourgval. C'était la rumeur publique, alors ils en parlaient. Je crois que cette crainte est chimérique. Si la variole vient à se déclarer pendant l'incubation du vaccin, c'est plutôt à l'influence épidémique qu'à la perturbation apportée par le vaccin qu'il faut attribuer le fait. En tout cas, ni la vaccination, ni la revaccination ne sauraient aggraver l'état de l'individu soumis à la double influence du vaccin et de l'épidémie. Donc on enterre l'effet Bourgval. Et il signale quand même le troisième moyen de lutte consiste dans l'isolement des malades. Vous voyez qu'en fait, on savait tout. 100 ans de vaccination des contacts. Ce sont des notes recueillies en 1870 par le docteur Bernard de Cannes et qu'il a présenté au Congrès international d'hygiène à Turin en 1880. On a vu souvent, et j'ai observé moi-même, des sujets vaccinés pendant la période d'incubation de la variole, avoir en même temps une variole et une vaccine parfaitement distinctes. Et 100 ans plus tard, Bourgval décrit la variole hémorragique chez les vaccinés en Allemagne. Pas de pustule variolique, de petites taches bleu-rouge. Le corps doit lutter contre deux maladies, la variole et les virus inoculés. Ce qui permet de bien comprendre qu'effectivement, le virus vaccinal pourrait fort bien exacerber le virus de la variole quand ils sont tous les deux présents simultanément dans le même individu. Le docteur Bernard suite, j'ai la persuasion que si cette maladie disparaît un jour de la face du monde, elle aura été vaincue par la vaccine. Celui qui aura obtenu enfin que la vaccination obligatoire devienne une loi aura rendu un immense service à l'humanité. En fait, il n'y a aucun doute sur le fait que la variole a été vaincue par la recherche des malades, l'identification des contacts et l'isolement, leur isolement. La vaccination en 1800 par le docteur Lucien Papillot, document publié en 1875 et qui se trouve lui aussi dans les archives de la Bibliothèque nationale qu'on peut aujourd'hui consulter chez soi grâce à Internet. Ça, c'est une formidable découverte, Internet. Les premiers vaccinateurs se servaient de l'inoculation variolique, c'est-à-dire la variolisation, pour s'assurer des résultats prophylactiques protecteurs de la vaccination. D'où un double bénéfice des inoculations vaccinales puis varioliques. C'était la pratique, nous dit-il, de Jenner, de Grégory, de Woodville, de Persson et du comité central de la vaccine de Paris. On faisait en fait deux vaccinations. L'une avec le virus de la vaccine, le vaccin de Jenner, et ensuite, quelques temps après, avec le virus de la variole, la variolisation prélevée sur une pustule de varioleux, comme on le faisait avant le vaccin de Jenner. Ces expérimentateurs, nous dit Papillot, n'avaient pour but que d'éprouver la résistance de la vaccine, non de la renforcer à l'aide de la variolisation. Mais ce résultat n'en était pas moins acquis à leur insu. C'était effectivement pour tester
si le nouveau vaccin de Jenner était efficace ou pas, en observant, en constatant qu'il y avait une absence de réaction avec la variolisation, alors qu'auparavant il y en avait une. Pensant avoir ainsi acquis la certitude de l'efficacité du vaccin, on cessa cette pratique et l'on s'en tint à la seule vaccination. Préservatif inaltérable et éternel, invariable comme l'herbe des champs et la feuille de la rose, selon la poétique expression de Jenner. Presque tous les premiers vaccinés, à la fois vaccinés et inoculés, résistèrent à l'épidémie variolique de l'an 10, c'est-à-dire 1810. Et il faut venir en 1811 pour noter les premiers cas de variole après vaccine, reconnus et constatés officiellement par le comité central. À partir de cette époque, les épidémies se succèdent et la résistance vaccinale décroît de plus en plus. Si la variole a incessamment gagné du terrain dans les épidémies qui se sont succédées pendant la première moitié de ce siècle, cet accroissement a été bien autrement considérable encore lors de l'épidémie de 1870-71. Cette calamité n'est cependant pas venue subitement et à l'improviste. Aucun. Elle s'est faite sentir dès 1867 à Paris et dans d'autres grandes villes. Ce fut le signal d'un mouvement de vaccination et de revaccination comme il n'y en avait jamais eu. Ce qui n'a point empêché la variole de se propager d'une extrémité de la France à l'autre, frappant vaccinés et revaccinés dans des proportions dépassant toutes les prévisions et déroutant toutes les notions que l'on possédait sur ce point. Qu'est-ce qu'on reconnaît là? La France, 100 ans avant l'Inde, avant le billard, c'est exactement la même chose. 100 ans avant l'Inde, la France a vécu le même phénomène, et très probablement pour la même raison, l'effet Bourgval, hyperactivé par des revaccinations incessantes, y compris d'anciens varioleux. On en a les preuves sur les documents. Papillot voudrait lier ces échecs au fait qu'on ne faisait plus la variolisation en deuxième temps. C'est heureusement qu'on ne la faisait plus, d'ailleurs. C'est très probablement l'effet Bourgval qui est la cause de ces échecs. On vaccinait de plus en plus de contacts. Et devant tout cela, nous sommes aujourd'hui encore prêts à recommencer. Par exemple, un exemple entre mille, par la Confédération suisse soutenue par son département fédéral de la défense et de la protection de la population, par l'Office fédéral de la protection de la population, on veut vraiment protéger la population, et par le laboratoire Spitz. Ils nous disent, une campagne de vaccination de l'OMS a permis d'éradiquer la variole de la surface du globe. C'est simple. Si une épidémie de variole se déclarait aujourd'hui, donc, la population devrait être appelée à se faire vacciner. Les expériences faites lors de la période d'éradication ont montré qu'un système de surveillance rigoureux pouvait interrompre la chaîne de transmission. Mais, dans la mesure où il est à même de réagir rapidement aux nouveaux cas de variole, où l'on dispose de l'infrastructure nécessaire à l'isolement des patients et qu'il soit possible de pratiquer la vaccination systématique des cas contacts. Or, c'est la dernière des choses qu'il faut faire. On est prêt à recommencer. Les modèles épidémiologiques de propagation de la maladie montrent toutefois que, vu la situation immunologique qui prévaut actuellement en Europe, la vaccination systématique de l'ensemble de la population, ou au moins de celles se trouvant dans les régions touchées, serait nécessaire pour endiguer une épidémie. C'est parfaitement faux. Il suffit de trouver les malades et de les isoler, de rechercher les contacts, de les surveiller et de les isoler à la première fièvre. Sur un site populaire de santé au Québec, par le professeur Luc Chicoine, titulaire de pédiatrie, mais retraité. La variole, vous vous rappellerez, a été éliminée de la planète par la vaccination. Le président George Bush lui-même s'est fait revacciner. Sage président. Et dans le document Analyse scientifique de la recherche sur le virus variolique que je citais tout à l'heure, on nous dit quand même ceci. L'éradication de la variole montre qu'une prophylaxie fondée sur la vaccination de masse peut permettre d'éradiquer des maladies infectieuses. Alors qu'ils savent pertinemment que c'est faux et que c'est écrit noir sur blanc dans les documents même officiels du site de l'ONU. Comme ils le savent, ils ajoutent quand même ceci. La politique de vaccination mettait l'accent sur la surveillance de la maladie, la vaccination en anneau pour éviter la transmission interhumaine et endiguer les épidémies de variole. Identifier ainsi les nouveaux cas, les mettre en quarantaine, puis vacciner les personnes en contact étroit avec les sujets infectés et les mettre également en quarantaine. Et là, on constate avec ravissement que surveillance, identification et mise en quarantaine font partie de la politique de vaccination. Alors comme ça, évidemment, on peut toujours dire que c'est la politique de vaccination qui a vaincu la variole. Contradiction et occultation, pourquoi? Oh, c'est simple.
faire de la victoire sur la variole le mythe mondial fondateur de la vaccination. Mythe et vaccination, il y a beaucoup à dire. Il y a le mythe de la potion magique. La semaine de la vaccination nous montre par exemple un costaud qui bombe le torse, le vaccin serait devenu un fortifiant. Le mythe du grand guérisseur, Pasteur qui guérissait la rage alors que personne n'a jamais guéri de la rage, Koch la tuberculose par des injections de tuberculine à la fin du 19e. Le mythe de la pureté originelle, où l'hygiénisme justifie le refus du vaccin, à lui tout seul. On lit aussi, c'est un peu navrant, la variole vaincue par l'hygiène, disparue d'Europe grâce aux égouts, aux adductions d'eau et au ramassage des ordures, alors que le virus se propage dans l'air. Les mythes face à la démarche scientifique. Ils sont intégrés dans notre culture, propagés par l'autorité, ils imprègnent chacun de nous et ils créent des idéologies. Ils orientent l'interprétation des faits. L'idéologie vaccinale à l'école. Nos écoliers apprennent que c'est Pasteur qui a inventé le vaccin antivariolique. J'en ai une preuve ici. J'ai pu parler avec un instituteur qui m'a dit oui, c'est comme ça dans tous les manuels du primaire. Après, au collège, ils apprennent que c'est Jenner un siècle avant. Mais ils ont oublié, me dit-il. C'est pas sûr d'ailleurs. Et pour conclure, pourrons-nous continuer ainsi longtemps? Les mythes et idéologies mobilisent des énergies très puissantes. Elles réactivent les grandes peurs ancestrales. Elles nous enferment dans l'émotion, paralysent l'analyse des faits, nous rendent en quelque sorte moins intelligents. Alors qu'il y a un seul véritable arbitre, qui est ni l'autorité, ni les experts, ni les populations, mais le virus.